Bonjour, bienvenue chez Rain. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors, on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos outils d'analyse technique, et puis surtout la couche, on va dire, des vagues d'Elliott et de l'harmonic trading, qui va nous permettre finalement, in fine, en conclusion, de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va attaquer ce lundi avec notre analyse macroéconomique, un petit peu grand angle, pour remettre un peu en perspective les enjeux de cette semaine et surtout de la fin du mois. On va voir ensemble qu'il y a quand même pas mal d'informations au niveau macro, au niveau statistique, au niveau politique, surtout sur la zone US, sur lequel il va falloir quand même jeter un œil pour essayer d'appréhender maintenant la tendance des marchés. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un rapide tour d'horizon sur finalement les dernières composantes, on va dire macro et fondamentales, puisque vous vous souvenez, hein, l'idée, c'est toujours d'associer un petit peu ces éléments-là à ce qui se passe après sur la partie technique du marché pour mieux appréhender ensuite la tendance et les prises de décision tout au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, on attaque tout de suite. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était finalement ce qui va se passer aujourd'hui au niveau des élections américaines aux États-Unis, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, le 15 janvier, c'est le démarrage finalement des primaires dans l'État de l'Iowa qui va donner l'impulsion justement de cette finalement saison de l'élection américaine. Donc ça va commencer à avoir un impact sur les marchés, hein, puisque on sait, hein, on anticipe peut-être le grand retour de Donald Trump pour ces élections qui auront lieu le 5 novembre 2024. Donc il va falloir un peu garder en tête ce calendrier en tête pour pouvoir justement un petit peu mieux appréhender la volatilité du marché. On a toujours une corrélation entre volatilité du marché pendant les années d'élection aux États-Unis. Et on sait aussi qu'il y a certaines décisions gouvernementales, notamment au niveau de la Fed, qui vont être aussi impactées par ce calendrier. Donc il y a quand même, voilà, cet élément-là à garder en tête. Je vous conseille un lien assez bien fait par Le Monde où vous pouvez avoir justement toutes les dates un petit peu clés à surveiller. Vous pouvez les mettre dans vos calendriers, ça ne fera pas de mal pour ceux qui font du trading un peu à court terme, puisqu'il y aura quand même un impact sur les prochains mois sur ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est qu'on va avoir à la fois, donc ça c'est Le Monde qui le dit, on va avoir quand même un impact entre finalement les différents procès de Donald Trump et justement la sélection en fait des différents candidats pour ces élections-là. Donc on va avoir à mon avis des batailles un petit peu de tweets, d'annonces, de risques juridicaux, voilà, financiers sur cette partie-là avec ces élections. Donc il faudra quand même être vigilant, sachant qu'on connaît Trump, hein, il est quand même assez réputé pour ses frasques un peu, voilà, ça peut quand même donner lieu à pas mal de volatilité sur les marchés, on va dire traditionnels, mais aussi crypto, notamment avec sa dernière sortie par rapport au CBDC, dans lequel en fait il s'oppose complètement à instaurer voilà, une monnaie nationale numérique, comme c'est pour l'instant sur la partie européenne et d'autres. Donc ça aura forcément des incidences, puisqu'on peut estimer que si jamais
la Banque centrale américaine ne se dote pas de ce type d'outil-là, ça pourrait remettre quand même en cause pas mal de choses sur les stablecoins. Donc on verra. Donc ça risque d'agiter un petit peu cette année 2024. En tout cas, aujourd'hui, on aura déjà des premiers commentaires par rapport à ce qui va se passer dans l'État de l'Iowa. Et puis ensuite, on va enchaîner assez rapidement. Je crois que ce sera plutôt pour la partie de mars avec le Super Tuesday sur les prochaines grosses dates qu'il faudra retenir. Avant, finalement, la sélection du candidat républicain qui aura lieu lors de la Convention nationale républicaine. Donc ça, c'est plutôt pour juillet. Également pour la Convention démocrate à Chicago fin août. Puis on va se diriger tout doucement vers l'élection le 5 novembre. Voilà, donc ça c'est plutôt les grosses dates à retenir pour l'élection américaine. Sur la partie, on va dire, plus court, moyen terme, ce qui va nous intéresser en ce fin de mois de janvier, ça va être plutôt le calendrier économique, puisque à côté justement de ce débat ou de ce qui va se passer au niveau des élections, en fait c'est plutôt le driver toujours autour des taux d'intérêt américains qui vont nous donner le là ensuite sur la partie du marché traditionnel et Bitcoin, puisque je rappelle que pour le moment, en tout cas chez Rain, ce que nous on surveille, c'est justement des modifications ou des dislocations de ce qui se passe sur le storytelling autour des taux d'intérêt et du marché obligataire américain, qui pour nous donne finalement l'impulsion entre capacité à investir finalement du cash du marché obligataire dans les marchés à risque, associé aussi justement à l'histoire de la sortie des ETF qui vont finalement permettre de centraliser quand même pas mal de Bitcoin dans les mains de certains acteurs centralisés, donc les fonds américains et les trusts, pour pouvoir finalement donner une impulsion d'adoption on va dire, à un sens plus large on va dire de l'écosystème crypto-monnaie, Bitcoin et Ether. Voilà, donc ça, on l'a vu, ça a été pricé. Le marché a consolidé sur la partie Bitcoin suite au lancement des différents ETF. On sait qu'il y a quand même une proportion quand même assez importante d'anticipation sur la partie Ether. On l'avait vu, hein, l'Ether Bitcoin, le ratio est en train quand même de montrer quand même une surperformance Ether à venir. Maintenant, est-ce que cette surperformance va avoir lieu dans un marché qui consolide ou qui poursuit sa hausse? Ça, c'est plus compliqué, on va le voir. Et ensuite, on va regarder un petit peu les différentes données du calendrier économique pour pouvoir en fait aussi associer certaines dates où on pourrait avoir de la volatilité en fin de mois. Donc ça, on va regarder ça tout de suite. Et puis dernière chose, vous vous souvenez, nous, chez Rain, on avait quand même relativement bien anticipé la consolidation qui est en cours sur le marché, puisqu'on avait mis en avant et mis en garde sur certains éléments techniques, sur les courbes du Bitcoin, de l'Ether, mais aussi sur la partie du 10 ans américain qui, pour l'instant, nous donne le là sur l'ensemble des marchés à risque. Maintenant, on a un consensus relativement large, que ce soit les influenceurs ou les recherches un petit peu plus institutionnelles. Concernant le Bitcoin, dans cette consolidation, il y a beaucoup de papiers qui sortent ou d'influenceurs qui ont retourné un petit peu leur veste en disant voilà, maintenant je suis plus bullish, il va y avoir une consolidation. À chaque fois qu'on anticipe un petit peu le halving, on a des consolidations relativement fortes, etc., etc. Le consensus est assez fort, ce qui met un petit peu à mal, en tout cas chez Rain, une forte conviction d'un recul important sur les cryptos. En général, le marché il ne réalise pas forcément les gros consensus. Donc, pour être totalement transparent avec vous, je pense que les prochains 10 jours vont être relativement difficiles à anticiper. En tout cas, eu égard à ce qui va se passer sur la partie du calendrier économique, je pense que cette fin de semaine pourrait nous donner lieu peut-être à des rebonds assez significatifs sur la partie Bitcoin. Et on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, sur la partie du calendrier économique, les prochaines dates clés à surveiller, donc vous voyez, ça sera jeudi 25.
On va déjà avoir l'annonce du rate decision sur la partie Europe, hein, qui va quand même avoir un impact, hein. Pour l'instant, on n'a pas de changement de stratégie dans la politique monétaire européenne, donc ça sera quand même à surveiller, même si ça a un impact, ça ne sera pas le même impact que sur la partie américaine. Ce qui va être intéressant, ça va plutôt être le PIB américain qu'on va devoir surveiller, hein. Donc PIB américain pour l'instant attendu à 2,3%, donc ça indique plutôt qu'on est plutôt dans des cycles de croissance, pas d'anticipation de récession à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu voilà, les projections attendues, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de drama, on va dire, sur cette partie-là, puisqu'on attend quand même une situation plutôt, on va dire, linéaire sur cette partie de la croissance. On n'a pas de disruption, hein, on n'a pas de cassure ou de rentrée en récession attendue dans les forecasts. Donc ça, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas un élément disruptif à ce qu'on peut voir dans les prochaines semaines. Donc ça va plutôt quand même avec un marché qui continuerait tout doucement à accumuler de la performance, hein, mais ça ne va pas le permettre de pouvoir faire des mouvements de skyrocket, c'est-à-dire que ça ne va pas exploser, mais ça ne va pas non plus détruire la tendance. Voilà, donc c'est plutôt neutre comme élément, mais il va falloir quand même le surveiller. Ensuite, on a dans la suite logique de la semaine, vendredi, alors là c'est ultra important, c'est le Core PCE Price Index. Donc ça c'est un indicateur vraiment surveillé par la Fed pour pouvoir ensuite agir dans sa politique monétaire. Donc on va regarder, pour l'instant le forecast est autour de 0,2%, donc ce qui est plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement de désinflation en cours. Donc ça veut dire que finalement, quand on regarde cet indice-là, au niveau du forecast, vous voyez, hein, ça c'est la courbe un petit peu des anticipations. On devrait avoir une poursuite finalement de l'impact de la hausse des prix, ce qui permettrait de pouvoir atteindre la zone des 2% attendue par la Fed. Donc ça va plutôt dans le sens d'une baisse des taux sur l'année 2024, mais modérée. Voilà, hein, donc ça ne bouge pas. Pour l'instant, là aussi, on n'a pas d'éléments disruptifs avant la publication de cette statistique. Donc ça, pour l'instant, ça va plutôt aussi avec, on va dire, des reprises de momentum de volatilité haussière sur les marchés à risque. Et si on regarde ensuite la dernière composante, et là c'est celle qui est la plus importante, ça va se passer plutôt fin de mois, hein, ça sera le mercredi 31 janvier, la décision de la Fed par rapport à sa politique monétaire. Donc pour l'instant c'est quand même attendu inchangé, le consensus pour l'instant ne figure pas, et on aura la conférence de presse qui suivra ce mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Donc il y a quand même une belle batterie de data qui vont être mélangées aussi avec du politique au niveau US. Et ça, malheureusement, c'est quand même un facteur de haute tension de volatilité sur les marchés, puisque pour l'instant, on n'a pas les data en possession, et les acteurs, ou du moins les différents traders, vont avoir quand même à suivre de manière un peu brutale ces data ou ces frasques au niveau de ce qu'on va pouvoir voir dans la presse américaine pour l'élection américaine. Voilà. Donc ça va remuer, et dans ce remue, il ne va pas falloir oublier finalement de garder en tête les éléments techniques qui nous permettent de pouvoir finalement donner une validation, une invalidation des tendances en cours. Et on va rentrer maintenant dans le détail un petit peu de la partie macro tout de suite pour vous expliquer un petit peu comment on anticipe ces 2 prochaines semaines chez Rain et voir comment un petit peu ajuster ses stratégies de portefeuille. Donc on attaque tout de suite. Sur la partie qui nous intéresse, sur les marchés de taux, vous voyez, pour l'instant, pas de changement. Ce qu'on avait plutôt bien anticipé, nous, c'était une reprise intermédiaire ici, vous voyez, du marché du 10 ans US pour les marchés obligataires. Nous, la conviction qu'on avait, c'est qu'une fois qu'on avait atteint cette zone-là, grosso modo, c'était ici qu'il fallait essayer de se positionner dans une reprise à l'achat du Bitcoin. Voilà. Et que pendant cette phase de contraction de la tendance baissière, on aurait un risque de consolidation sur la partie Bitcoin et Ether. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on a vu, et on va garder ce plan en tête puisque c'est notre fiche de route quelque part pour pouvoir en fait prendre des bonnes décisions sur les portefeuilles. Donc vous voyez que la majeure partie de la consolidation du 10 ans est faite. Et donc maintenant, eu égard à ce qui va se passer sur la partie élection américaine et macroéconomique au niveau des statistiques,
on aurait éventuellement la possibilité de voir quelque chose se passer en termes de rebond sur la partie Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de surveiller. Puisque derrière, on attend quand même une dernière une jambe de baisse, au moins en partie commune, dans cette zone-là, pour pouvoir finalement donner lieu ensuite à des mouvements de sideways. Vous voyez, hein, ça c'est plutôt la préférence, qu'on reste quand même dans une zone comprise entre 4,24 et 3,64. Donc ça, c'est un peu l'enjeu de la semaine. En tout cas, vous voyez que là, sur ces marchés-là, on est proche de résistance. Et donc, ce qui est maintenant très probable qui se passe par rapport aux différentes échéances économiques, on va dire data de la semaine, c'est qu'on fasse un test de la résistance, vous voyez ici, avant de baisser. Voilà. Donc ça c'est plutôt ce qu'on anticipe sur les marchés de taux. La partie on va dire, énergie, donc ce qui permet de pouvoir aussi finalement associer à la data du PCE, de voir cette poursuite de la tendance désinflationniste, c'est qu'on maintient quand même des cours sur la partie énergie relativement stable dans un trading range compris entre 80 et 63. Pour l'instant, la vue technique est plutôt respectée puisqu'on anticipait plutôt un rebond comme ça en vague 4 avant de faire une dernière jambe de baisse en vague 5. Mais derrière, vous voyez, on n'a pas pour l'instant des choses qui nous permettent de dire qu'on va retourner au-dessus des $80. Donc pour l'instant, c'est du sideways, plutôt bas dans le range. Et donc ça va plutôt aider quand même à faire baisser l'indice de prix et donc l'inflation. Donc ce qui va plutôt aider quelque part la stratégie de baisse de taux attendue par la Fed. Je reviens rapidement quand même sur ce calendrier, puisque si on regarde un petit peu les décisions de la Fed ou les forecasts, pour que vous les ayez en tête ici, vous voyez, les forecasts pour l'année, c'est plutôt attendu autour d'avril. Vous voyez, donc pour l'instant, la décision attendue en fin de mois, elle risque de rester la même. C'est plutôt dans les commentaires du marché qu'on va avoir des indices. Donc on va bien surveiller la conférence de presse qui aura lieu mercredi prochain. Et là, après, ils attendent plutôt des baisses de taux entre avril et juin par palier de quart de point de base. Mais vous voyez, on n'a pas un retournement brutal attendu sur un an. On sera sans doute situé entre 4,6 et 4,8% à l'instar des 5,5 actuels. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça qu'on va surveiller et c'est ça qui permettrait de pouvoir maintenir justement une idée quand même de progression finalement des marchés à risque alignée avec la date du 5 novembre des élections américaines et par rapport à ce qui va être dit par les différents politiques américains. Il faut savoir que la Fed ne va pas entreprendre de grosses modifications de sa stratégie en vue de ces dates-là. Par contre, se positionner autour de ces points-là en parallèle de l'élection américaine, ça fait du sens. Voilà. Donc par rapport à ça, je pense que l'idée d'une latéralisation du marché avec éventuellement un test des plus hauts qu'on a fait en début d'année, ça tient la route. Mais voir un énorme effondrement des marchés à risque, effondrement, volatilité, oui, mais disruption du trend, ça, je pense que c'est un peu compliqué de le voir. Donc, on risque pas d'être dans des scénarios ultra bullish, mais pas non plus dans des scénarios ultra bearish, tant qu'on n'aura pas été sur cette date du 5 novembre pour l'année 2024. D'accord. Donc, si on revient un petit peu maintenant sur la partie S&P, donc, ce qui va nous intéresser sur la partie des marchés à risque avec les indices américains. Vous voyez que lui se tient bien, mais il est arrivé proche d'une zone de résistance ici. Donc, je vais vous le rematérialiser autrement sur un autre chart, puisque là, ce que j'aime bien, c'est mettre en évidence, vous voyez, le top du canal ici qu'on a atteint sur le Bitcoin. Ici, on va avoir la même autour de la zone des 4900, 4880. On avait 4840 comme target pour fin 2023, début 2024. Donc ça s'est bien réalisé. Et vous voyez la volatilité ou la latéralisation qu'on pourrait attendre avant les élections américaines toute cette année. C'est peut-être finalement ce mouvement-là. Vous voyez, c'est finalement, il n'y a pas de rupture de la tendance. Hein, on ne casse pas la tendance. Par contre, on consolide à l'intérieur de la tendance haussière avant de pouvoir finalement donner lieu à des impulsions beaucoup plus significatives une fois qu'on aura finalement plus d'informations sur la partie
data macroéconomique et des élections américaines. Voilà, sachant que la target est plutôt attendue autour des 5170 pour cette année. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de définir maintenant, depuis pas mal de temps. Vous voyez, ici, on est quand même en divergence sur les indicateurs mathématiques. Je rappelle, divergence pour ceux qui savent pas ce que c'est que ici l'indicateur n'arrive plus à alimenter en momentum, alors qu'ici on fait des nouveaux plus hauts. Donc voilà, là il y a clairement une zone quand même importante à surveiller, avec un retour vers les moyennes mobiles avant de pouvoir finalement redonner un peu de respiration sur le RSI. Et c'est là ensuite qu'on pourra avoir une reprise, donc entre les différentes annonces aussi des différentes stocks qui composent les indices, les résultats attendus, etc. On va avoir quand même un petit peu de volatilité, mais à l'intérieur d'un mouvement qui risque de faire du range. Voilà, donc volatilité dans un range. Et donc maintenant, si on passe sur la partie Bitcoin, donc le Bitcoin, ici, vous voyez, si on reparle un petit peu du canal haussier du S&P, le S&P est en retard parce que lui, il a déjà tapé le Bitcoin, et ça, c'est ce qu'on avait plutôt bien anticipé. Voilà. Maintenant, les consensus forts de marché, dont on parlait un petit peu dans l'introduction, c'est que maintenant, tout le monde voit finalement une espèce... Alors, je vais vous remonter sur le chart à plus long terme. Comme ça, on regarde un petit peu les éléments cohérents. Ok. Donc, ce qui ressort, ça serait plutôt de se dire, à chaque fois qu'on a eu finalement des retours sur ces ratios-là, je rappelle, c'est un peu le même ratio ici qu'on a eu ici. Il y a pas mal de personnes maintenant qui commencent à voir en fait, un risque similaire de baisse ici. Voilà, donc on aurait finalement un cycle de baisse ici pré-halving. Ça, je pense que c'est pas forcément cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant. Même si ici, on comprend qu'on a quand même un risque de pause, puisqu'on a été accumulé quand même dans des zones de surachat. Donc pour l'instant, c'est vrai que les premières moyennes mobiles sont plutôt autour des 37 450, vous voyez. Et puis après, on a la zone des 32 000 et puis la zone des 29 000, voilà, avec des ratios FIBO autour de la zone des 27 000. Donc c'est cette patte-là qui va être la plus compliquée à essayer d'anticiper cette année, puisque ça peut prendre des formes quand même assez différentes. Par contre, voir quelque chose comme ça, là, moi, j'y crois pas forcément tellement, puisque vous voyez, là, on est en juillet 2019. Et ici, on se retrouve en mars 2020. Donc voilà, essayer de faire des comparaisons de ces baisses-là par rapport au calendrier qu'on a cette année, je pense que ça va être quand même compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on soit exactement dans ce type de scénario. Voilà. Donc on revient sur la partie plus court terme. Donc là, on est sur des charts daily. Vous vous souvenez, de toute façon, l'idée de fond, c'est d'anticiper une baisse vers la zone des 35 500 avant reprise, voire maximum 32 000. Maintenant, est-ce que cette baisse-là va être directe ou non? C'est tout l'enjeu de ces 2 prochaines semaines. J'ai quand même plutôt l'impression qu'on risque d'avoir quelques surprises, et notamment à l'approche de cette moyenne mobile, là, la zone des 39 800. Vous avez vu, sur la moyenne mobile moyen terme, sur les charts weekly, on parlait de la zone des 37 900. C'est très possible qu'ici, là, pour la fin de la semaine, avec la dernière poussée haussière du 10 ans US, qu'on vienne challenger cette zone-là, mais que le marché se fasse prendre à contre-pied, vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà, avec un espèce de squeeze. Et ensuite qu'on aille finalement développer le mouvement de baisse. Voilà. Donc c'est ça un petit peu qu'il va falloir faire attention, parce que là, je suis quasiment sûr que ceux qui visaient des hausses directes ici, qui commencent à retourner un petit peu leur veste en termes de consensus et d'analyse en visant plus bas directement, vont se faire prendre au piège dans cette phase de reprise et risquent de crier au loup et à la hausse directe une fois qu'on sera ici pour viser le ciel, en fait, alors qu'en fin de compte, on aura une deuxième chance de revisiter des nouveaux plus bas dans la zone des 35 500. Voilà. Donc ça, c'est un scénario. Sinon, finalement, on va faire le scénario tel que prévu, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la zone des 35 500 direct avant de remonter, voilà, dans des phases de sideways, puisqu'ici, en fait, on ne passerait pas tout de suite la zone des 50 100. Voilà, on va rester un petit peu longtemps avant de monter. Voilà. Donc, voilà un petit peu les 2 scénarios à court terme qu'on vise. En tout cas, vous vous souvenez, sur les tendances long terme, nous, on sera de toute façon accumulateur de momentum dans cette zone-là. Que le marché monte et baisse ou baisse direct, de toute façon, l'idée, c'est plutôt de venir essayer d'accumuler ensuite de la force acheteuse dans le portefeuille une fois qu'on aura épuré les indicateurs daily. Donc ça ne bouge pas sur la partie moyen terme. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est sur la partie court terme. Okay. Donc cette semaine, pour l'instant, sur la première partie de la semaine, on suit toujours notre raisonnement. Vendredi, on avait la zone des 43 700
comme zone court terme à surveiller pour caper les reprises ou les short squeeze. Donc ça, pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. Vous voyez que le potentiel maintenant de reprise haussière à court terme, il est situé autour des 42 500, 43 100. Hein, si jamais on devait avoir un short squeeze ici, hein, vous voyez, un tac avant la baisse attendue, bah, ça serait dans cette zone-là. Voilà, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas facilement, on va dire, c'est pas forcément très facile de voir une baisse tout de suite directe de la zone des 36 400, 35 500, comme attendu finalement maintenant depuis le départ de la correction qu'on avait bien anticipé. Donc on va surveiller ce qui se passe, mais c'est très probable finalement qu'on ait finalement un marché qui s'essouffle au regard un petit peu des indicateurs mathématiques 3 heures. Vous voyez, là, on va commencer à avoir des chances de faire de la divergence si on fait un nouveau plus bas dans cette zone-là. Donc, ce qu'on va essayer de surveiller, c'est plutôt, vous voyez, la capacité du marché à faire un plus bas dans la zone des 30 730 ici. Donc, on va le laisser ce ratio-là, comme ça, on va le matérialiser. Vous voyez, là, je pense que ce qu'on a plus de chances de faire cette semaine, finalement, bah, c'est un mouvement de trading range comme ça, voilà, ici, voilà, avant une poursuite de la baisse. Sinon, finalement, ce niveau de reprise-là pourrait nous faire un petit peu du trading range avant de baisser. Voilà, voyez. Voilà. C'est pour ça que là, c'est pas évident parce qu'on est dans des phases correctives avec des chances quand même de voir se dessiner de la volatilité. Et que ça peut quand même donner des faux signaux un petit peu partout. On va être dans le bruit du marché. En tout cas, vous voyez ici, dans cette zone des 39 730, là, on va avoir quand même une première zone à challenger. Et là, si jamais on fait ce mouvement-là de range pour la semaine, ici, on aura une divergence sur l'indicateur mathématique. Voilà. Alors que lui, finalement, est en train de tester sa zone des 50%. Donc, il y a quand même une forte chance qu'on puisse donner lieu à des petits mouvements comme ça avant de faire le mouvement de baisse. Voilà. Voilà. Donc ça c'est sur la partie court terme. Voilà. Donc pour l'instant, début de semaine jusqu'à jeudi et vendredi, on va dire qu'on reste dans la tendance active avec le croisement des moyennes mobiles, le fait qu'il n'y ait pas de divergence encore sur l'indicateur. Mais voilà, surveiller un petit peu ce qui va se passer autour des 39 730. Attention aussi, hein, on sait très bien, il y a beaucoup de positions à l'achat en dérivé, donc on peut avoir des mèches de marché, hein, comme on a eu ici, hein, vous voyez, hein, une petite mèche, on teste ici, puis là, bam, une mèche qui revient retaper, ça peut aussi faire ça. Voilà, donc on va surveiller un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça va pas être facile. On risque d'avoir quand même des journées un peu compliquées. Ce qui pourrait nous donner quand même plus de confiance, c'est que si jamais on n'arrive pas à enfoncer sa zone des 39 730 entre aujourd'hui et demain, bah, en fin de compte, je pense que sur la fin de semaine, on risque de s'asseoir là-dessus parce qu'on va attendre les statistiques de la fin de semaine et se positionner peut-être au milieu du range pour l'annonce finalement de la Fed à la fin du mois. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les anticipations pour la semaine. Vous voyez que c'est pas du free lunch, c'est pas facile. Autant là, c'était facile de jouer un retour au moins en partie commune, ça a été fait. Donc là, c'est toujours facile de prendre le début de la tendance en anticipation par rapport aux éléments qu'on avait. Là, maintenant, on est un peu au milieu du canal et on a déjà absorbé une partie du momentum de baisse. Donc c'est moins facile d'être debout sur la table et de crier au loup de la baisse, puisque là, maintenant, on a déjà épuisé une partie des indicateurs. Voilà. Sur la partie Ether, c'est un peu la même chose. On avait la zone des 24-30 comme premier objectif qui a été atteinte. On a toujours cette zone des 23-15 qu'on aime bien pour des reprises intermédiaires. Donc ça serait pas mal cette semaine de pouvoir voir ce point-là pour réaligner un petit peu le price action de l'Ether avec celui du Bitcoin. C'est peut-être lui qui nous donnera le tempo, 23-15. Là, si jamais on est sur la zone des 39 700 sur le Bitcoin en parallèle, là, c'est vrai que ça serait pas mal. Mais vous voyez, sur la partie RSI, là aussi, on arrive près d'une zone de support. Donc attention, hein, c'est peut-être pas forcément la meilleure zone pour rentrer short, hein, vous l'avez compris. En tout cas, là, sur cette semaine, on aura déjà une première zone de résistance autour des 25-60. Donc c'est un petit peu, on va dire, voilà, celui-là je vais le retirer parce qu'il fait plus trop de sens. Et vous voyez ici la zone qu'on va surveiller cette semaine sur les terres, je vais vous la matérialiser à l'intérieur d'un rectangle. Voilà, c'est tout ça, cette volatilité de marché qu'on a pour la semaine. Voilà. Donc idéalement, et c'est vrai que c'est ce qu'on aimerait bien voir, ça serait plutôt de voir un mouvement de baisse ici un petit peu brutal pour accumuler une zone vous voyez, de divergence ici sur l'indicateur.
Ensuite, on short squeeze. On vient peut-être rechercher la zone des 25,60. Et ensuite, on repose un peu, peut-être maximum ici pour refaire du trading range. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas forcément évident. En tout cas, on surveillera aussi cette moyenne mobile autour des 22 qui commence à prendre et à accélérer et qui sera bientôt proche de cette zone des 23,15, zone qu'on avait identifiée comme une zone d'accumulation pour l'instant sur les terres. Vous voyez que l'indicateur RSI pour l'instant est toujours autour des 50% en daily, alors que le 3 heures a presque tout épuré. Et donc ça signifie que pour l'instant, on a encore cette logique d'anticipation du marché pour finalement avoir quelque part comment dire, une surperformance de l'Ether par rapport aux différentes annonces qu'on pourrait avoir sur la partie ETF Ether. Voilà. Donc si on regarde un petit peu le chart de l'Ether Bitcoin, vous voyez là, on est toujours dans une disruption de la tendance baissière initiale. Donc là, on a vraiment fait le reversal. On a encore de quoi accumuler avec le RSI. Donc ce narratif autour de l'Ether va perdurer. Par contre, vous voyez, le rattrapage qu'on pourrait attendre cette semaine entre 23,15 et 39 700 sur le Bitcoin, elle va se faire ici. Et donc, c'est à partir de là qu'on pourrait avoir une reprise ensuite sur la partie Ether. Donc, ce qui donnera plutôt un signal peut-être sur la partie alt, sur les parties des portefeuilles pour essayer de surperformer un peu le Bitcoin ou du moins réaligner un petit peu les marchés entre eux. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu vous donner des scénarios, on va dire, plus saillants, plus faciles à lire, mais voilà, vous comprenez que cette semaine va être un petit peu compliquée à anticiper. Et donc, il va falloir être vigilant. On va sans doute peut-être un petit peu comme les 2 dernières semaines, vous vous souvenez, quand on avait essayé d'anticiper la semaine avec ce reversal bearish sur la partie Bitcoin, on l'avait annoncé plutôt au début de cette semaine-là avant de faire la dernière poussée haussière. Et ça s'est renversé. Là, cette semaine, c'est vrai qu'on aimerait bien voir quand même plutôt se dessiner quelque chose autour de cette zone-là. Et là, après, pourquoi pas, entre jeudi et vendredi, on refera une vidéo de toute façon, essayer de se positionner intelligemment dans une anticipation du marché et apprendre à revers cette tendance initiée maintenant depuis 2 semaines. Voilà un petit peu le plan. Et puis de toute façon, sur les holders moyen terme, pour l'instant, il faut bien garder en tête qu'on n'a pas de dislocation de la tendance. Par contre, quand même, il était quand même plutôt suggéré de prendre une partie des gains, en tout cas des TP, sur cette partie-là, puisqu'on ne sait pas justement comment va se dessiner cette tendance, si elle va aller là, si elle va aller là avant de remonter. Et surtout, je rappelle quand même que on a fait un update, en tout cas, de notre allocation de portefeuille chez Rain. On va d'ailleurs diffuser certains documents de synthèse sur cette allocation-là. Mais en tout cas, on a fortement réduit notre exposition au altcoin en reconcentrant une partie du portefeuille sur le Bitcoin, l'Ether et le Gold. Puisque plus le temps passe, plus la supply des altcoins est dévestée et plus on a de nouveaux listings. Donc en fait, on a moins d'acheteurs proportionnellement à la supply qui est en cours de circulation, ce qui réduit le potentiel de bull run sur certains alts. D'accord. Donc le temps joue contre le pari d'avoir des alts qui reviennent sur des plus hauts des précédents bull run en fonction des projets, en fonction des supplies. Donc il faut bien faire attention au tokenomics, on le répétera. On a l'impression, en tout cas pour l'instant, dans ce début d'année, ou du moins du mois de janvier chez Rain, qu'il sera plus facile de concentrer les portefeuilles autour du Bitcoin et de l'Ether par rapport aux thématiques en cours. D'accord, et de finalement faire une sélection vraiment précise sur la partie des altcoins à conserver dans le portefeuille. Donc nous, on a fait une certaine sélection de valeurs chez Rain dans le portefeuille diversifié. Et peut-être que finalement, la bonne stratégie, pour ceux qui cherchent à faire vraiment des plus-values à très court terme, c'est de se concentrer finalement vers les nouveaux listings qu'on peut voir jour après jour se faire, notamment chez Binance, puisque les gens ont tendance à finalement naviguer entre des nouveaux listings vers des nouveaux listings vers des nouveaux listings, et finalement, après, réaccumulent un petit peu dans leur portefeuille sur la partie alt et Bitcoin. Donc on aura plus de chances finalement de leverager le portefeuille en papillonnant de listing en listing avec des tokenomics assez serrés au terme de supply. Donc c'est finalement de jouer un petit peu l'introduction et de sortir très vite, ne pas rester dans les projets pour finalement concentrer finalement ses profits sur les fonds de portefeuille, c'est-à-dire le narratif un petit peu taux directeur des banques centrales
avec justement la partie ETF. Et donc, ça va se concentrer principalement sur le Bitcoin et l'Ether. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, en début de semaine, vous avez le plan un petit peu. Donc, sideways, tendance baissière à court terme pour une reprise du marché plutôt fin de semaine, eu égard au calendrier économique et aux différents événements qu'il pourrait y avoir sur la partie élection américaine et Fed. Et puis on va surveiller ça. Ça va pas forcément être évident, mais c'est comme ça. Il y a des semaines qui sont plus faciles que d'autres. Là, les 2 prochaines semaines vont être mouvementées avec quelques surprises d'annonces. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Suivez-nous cette semaine, on va faire quelques publications. Notamment, on va faire du stock picking sur certains narratifs de tokens. On va essayer aussi de diffuser peut-être quelques listes de nouveaux listings à surveiller pour vous aider à vous positionner pour ceux qui cherchent à faire du trading à court terme. Et puis, surveillez aussi les publications qu'on fera sur le portefeuille Rain. Pour l'instant, le portefeuille Rain n'est pas exposé au risque. On attend quand même des éléments plus clairs pour pouvoir accumuler plutôt peut-être justement dans cette semaine, plutôt dans le bas du trading range et essayer de surperformer un petit peu la cote avec ce repositionnement au risque sur le portefeuille. Et on naviguera à l'intérieur de ces patterns en sideways, en range, tel qu'on les a expliqués dans cette vidéo. Merci à tous et bonne semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter Market Minds sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. Et puis aussi, on publie nos analyses sur notre application Rain. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine.